Machiavel, le prince. Chapitre 5. Comment doivent être administrées les cités ou les principats qui, avant d'être occupés, vivaient selon leurs lois. Quand ces États qui s'acquièrent, comme il est dit, sont accoutumés à vivre selon leurs lois et en liberté, à vouloir les tenir, il y a trois manières. La première, les ruiner. L'autre, aller y habiter personnellement. La troisième, les laisser vivre selon leurs lois en tirant une pension et en y créant un état du petit nombre, qui te le conservera ami, parce que cet état étant créé par ce prince, il sait qu'il ne peut durer sans son amitié et sa puissance, et doit tout faire pour le maintenir. Et on tient une cité habituée à vivre libre plus facilement par le moyen de ses citoyens que par aucun autre si on veut la préserver. Comme exemple, il y a les Spartiates et les Romains. Les Spartiates tinrent Athènes et Thèbes en y créant un état du petit nombre. Cependant, ils les reperdirent. Les Romains, pour tenir Capoue, Carthage et Numance, les détruisirent et les perdirent pas. Ils voulurent tenir la Grèce presque comme la tinrent les Spartiates, en la rendant libre et en lui laissant ses lois. Et cela ne leur réussit pas, de telle sorte qu'ils furent contraints de détruire de nombreuses cités de cette province pour la tenir. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de manière sûre de les posséder, sinon la ruine. Et qui devient patron d'une cité accoutumée à vivre libre, s'il ne la détruit pas, qui s'attendre à être détruit par elle, parce qu'elle a toujours pour abri, dans la rébellion, le nom de la liberté et ses ordres anciens, qui jamais, ni par la longueur du temps, ni les bienfaits, ne s'oublient. Et quoi qu'on fasse ou qu'on y pourvoie, si les habitants ne se désunissent ou ne se dispersent pas, ils n'oublient pas ce nom ni ses ordres, et ils recourent tout de suite lors de chaque accident, comme fit Pise après avoir été placé sous la servitude des Florentins. Mais quand les cités ou les provinces sont habituées à vivre sous un prince et que ce sang est anéanti, et étant d'une part habituées à obéir et de l'autre n'ayant pas le vieux prince, elles ne s'accordent pas entre elles pour en faire un. Vivre libre, elles ne savent pas, de manière qu'elles tardent plus à prendre les armes et qu'un prince peut plus facilement se les gagner et s'en assurer. Mais dans les républiques, il y a plus de vie, plus de haine, plus de désir de vengeance. La mémoire de leur ancienne liberté ne les laisse pas, ni ne peut les laisser se reposer, de telle sorte que la voie la plus sûre est de les anéantir ou d'y habiter. Machiavel, le prince, chapitre 6. Des principats nouveaux qu'on acquiert avec les armes propres et la vertu. Que personne ne s'étonne si, lorsque je parlerai des principats entièrement nouveaux et quant au prince et quant à l'État, j'alléguerai de très grands exemples. Parce que les hommes, cheminant toujours sur les voies battues par d'autres et procédant dans leurs actions par imitation, comme on ne peut suivre entièrement les voies des autres, ni atteindre la vertu de ceux que tu imites, un homme prudent doit toujours s'engager sur des voies battues par des grands hommes et imiter ceux qui ont été très excellents, afin que, si sa vertu n'y arrive pas, au moins en rende-t-elle quelque odeur. Et faire comme les archers prudents, qui, le lieu qu'ils ont le dessein de toucher, leur paraissant trop loin, et connaissant jusqu'où va la vertu de leur arc, placent le point de mire beaucoup plus haut que le lieu destiné, non pour atteindre une telle hauteur avec leurs flèches, mais pour pouvoir, à l'aide d'un si haut point de mire, parvenir à leur dessein. Je dis donc que dans les principats entièrement nouveaux,
où il y aurait un nouveau prince, ou trouve à les maintenir plus ou moins de difficultés selon qu'on est plus ou moins vertueux, celui qui les acquiert. Et parce que cet événement d'homme privé, devenir prince, présuppose ou vertu ou fortune, il paraît que l'une ou l'autre de ces deux choses adoucit en partie de nombreuses difficultés. Néanmoins, celui qui s'est moins reposé sur la fortune s'est davantage maintenu. Que le prince soit contraint pour n'avoir d'autres états à venir personnellement y habiter rend aussi les choses plus faciles. Mais pour venir à ceux qui par leur propre vertu et non par fortune sont devenus princes, je dis que les plus excellents sont Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée et semblables. Et quoiqu'à propos de Moïse, on ne doive pas raisonner, puisqu'il a été un simple exécuteur des choses qui lui étaient ordonnées par Dieu. Cependant, il doit être admiré au moins pour cette grâce qui le rendait digne de parler avec Dieu. Mais une fois considérés Cyrus et les autres qui ont acquis ou fondé des royaumes, vous les trouverez tous admirables, et si l'on considère leurs actions et ordres particuliers, ils n'apparaissent pas disproportionnés par rapport à ceux de Moïse, qui eut un si grand précepteur. Et examinant leurs actions et leur vie, on ne voit pas qu'ils eurent de la fortune autre chose que l'occasion qui leur donna la matière pour pouvoir y introduire cette forme qui leur parut bonne, et sans cette occasion, la vertu de leur esprit se serait éteinte, et sans cette vertu, l'occasion serait venue en vain. Il était donc nécessaire à Moïse de trouver le peuple d'Israël en Égypte, esclave et opprimé par les Égyptiens, afin qu'il se dispose à le suivre pour sortir de la servitude. À vouloir qu'il devienne roi de Rome et fondateur de cette patrie, il convenait que Romulus ne trouvât pas place en Albe et fut exposé à la naissance. Il fallait que Cyrus trouvât les Perses mécontents du pouvoir des Mèdes et les Mèdes mous et efféminés par la longue paix. Thésée ne pouvait manifester sa vertu sans trouver les Athéniens dispersés. Ces occasions ont, par conséquent, rendu ces hommes heureux, tandis que leur excellente vertu a fait connaître cette occasion, d'où vient que leur patrie en fut ennoblie et devint très heureuse. Ceux qui, par des voies vertueuses, semblables à ceux-ci, deviennent princes, acquièrent le principat difficilement, mais le tiennent facilement, et les difficultés qu'ils ont dans l'acquisition du principat naissent en partie des nouveaux ordres et matières qu'ils sont forcés d'introduire pour fonder leur état et leur sécurité. Et on doit considérer qu'il n'y a chose plus difficile à traiter, ni plus douteuse à réussir, ni plus dangereuse à manœuvrer, que de reprendre l'initiative d'introduire de nouveaux ordres. Parce que celui qui les introduit a pour ennemi tous ceux qui tirent avantage des vieux ordres, et pour tièdes défenseurs tous ceux qui tireraient avantage des nouveaux ordres. Tièdeur qui naît en partie de la peur des adversaires, qui ont des lois de leur côté, en partie de l'incrédulité des hommes, qui ne croient pas en vérité aux choses nouvelles, à moins d'en vouloir advenu une ferme expérience. D'où vient que toutes les lois que ceux qui sont ennemis ont l'occasion d'attaquer, ils le font avec l'esprit de parti, et ces autres défendent avec tiédeur, de manière qu'avec eux on périt. Il est par conséquent nécessaire, si l'on veut bien discourir de ce sujet, d'examiner si ces innovateurs se tiennent par eux-mêmes ou s'ils dépendent d'autrui. C'est-à-dire, si pour mener à bien leur œuvre, il faut prier ou s'ils peuvent vraiment forcer les choses. Dans le premier cas, il leur échoue toujours une mauvaise fin, et ils ne mènent rien à bien. Mais quand ils dépendent d'eux-mêmes et peuvent forcer les choses, c'est alors qu'ils périssent rarement. De là, bien que tous les prophètes, armés, vainquirent, et les désarmés sont allés à la ruine. Parce que, outre les choses susdites, la nature des peuples varie,
et il est facile de les persuader d'une chose, mais il est difficile de les faire demeurer en cette persuasion. C'est pourquoi il convient d'être ordonné de manière que quand ils ne croient plus, on puisse les faire croire de force. Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n'auraient pu leur faire longtemps observer leur constitution s'ils avaient été désarmés. Comme il advint dans notre temps un frère Jérôme Savonarole qui alla à la ruine avec ses ordres nouveaux lorsque la multitude commença à ne pas le croire, et qu'il n'avait aucune manière pour tenir ferme ceux qui avaient cru, ni pour faire croire ceux qui ne croyaient pas. C'est pourquoi ceux-ci ont de grandes difficultés dans la conduite de leurs affaires, et tous les périls sont sur leur voie, et il convient qu'ils en triomphent par la vertu. Mais une fois qu'ils ont triomphé et qu'ils commencent à être respectés, ayant anéanti ce qui nourrissait de l'envie envers leur qualité, ils demeurent puissants, en sécurité, honorés et heureux. À de si hauts exemples, je veux ajouter un exemple moindre, mais il y aura bien quelques proportions avec cela. Et je veux qu'il me suffise pour tous les autres semblables, et celui-ci est Hieron de Syracuse. Celui-ci, d'homme privé, devint prince de Syracuse et ne connut lui aussi de la fortune que l'occasion, parce que les Syracusains, étant opprimés, l'élirent comme leur capitaine, d'où il mérita d'être fait leur prince. Et il fut d'une telle vertu, même dans la fortune privée, qu'à son propos qui écrit dit qu'il n'y lui aurait manqué rien pour régner, hormis un royaume. Cet homme anéantit la vieille milice, ordonna la nouvelle, il abandonna les anciennes amitiés, en prit de nouvelles, et quand il eut des amitiés et des soldats qui étaient les siens, il put, sur un tel fondement, édifier chaque édifice, si bien qu'il endura une grande fatigue dans l'acquisition et peu dans le maintien.